Préface à la logique et aux catégories d'Aristote par Jules Barthélemy Saint-Hilaire suite. Le syllogisme modal offre, on en doit convenir, de très nombreuses difficultés, non pas en lui-même, mais à cause de la complication immense qu'il introduit dans la logique et que le génie d'un Aristote n'a pu suffisamment éclaircir. M. Hamilton a bien raison de dire « La confusion et l'embarras occasionnés par ces quatre modes seuls, ces deux et non pas quatre, furent tels que la doctrine modale constitua longtemps la branche de la logique non seulement la plus inutile, mais encore la plus difficile et la plus rebutante. Elle était à la fois le critérium et la crux ingeniorum. Mais M. Hamilton a tort d'ajouter que, si ce sujet était embrouillé, c'est qu'on mêlait des sciences différentes et que les questions modales retranchées du domaine de la logique auraient dû être adjugées aux grammariens et aux métaphysiciens. La grammaire et la métaphysique n'ont rien à voir ici. Le sujet est embrouillé par lui-même et non par la faute de ceux qui l'ont traité. Il doit tenir sa place dans la logique. Aristote aurait pu la restreindre sans inconvénient. Il ne pouvait la supprimer. La modalité admise dans les premiers analytiques devait également figurer dans le Périherménéas. Si la démonstration se fonde sur la théorie du syllogisme, la théorie même du syllogisme se fonde sur celle de la proposition. Qu'est-ce donc que la proposition? Quelles en sont les espèces? Quelle forme principale peut-elle revêtir? Voilà ce que le Périherménéas recherche et devait rechercher. Les propositions sont par elles-mêmes absolues ou modales, comme elles le sont dans le syllogisme. Il fallait donc étudier les modales, tout comme les propositions absolues. Seulement ici, Aristote a très justement encouru la censure de son critique, et quand il s'est demandé comment se suivent mutuellement les idées de contingent, de nécessaire et d'impossible, c'est de la métaphysique qu'il a fait bien plutôt que de la logique. C'est un écueil dont il aurait dû se garantir. C'est une des très rares erreurs qu'il ait commises. Après le Périherménéas, ou théorie de la proposition, il ne reste plus à la logique qu'une seule chose à faire, c'est la théorie des mots, éléments de la proposition, en tant qu'ils servent d'intermédiaire entre la pensée et les choses que la pensée connaît et exprime. C'est là le but des catégories qui achèvent ce grand monument, ou si l'on veut, qui en sont la base, comme la réalité est la base et l'occasion de toutes les connaissances de l'esprit humain. On a reproché aux catégories, comme aux derniers analytiques, d'être plus métaphysiques que logiques, et l'on a cru qu'Aristote n'aurait point dû les comprendre dans l'Organon. C'est une erreur non moins grave que celle qui voudrait en exclure la démonstration. Les catégories ne sont pas simplement une classification objective des choses réelles. Et si elles n'étaient que cela, il faudrait en effet les renvoyer à la métaphysique, à l'ontologie. Elles sont en outre une classification des mots, c'est-à-dire aussi des notions simples que la réalité transmet à l'esprit. Elles sont les éléments logiques du jugement, en même temps qu'elles représentent les éléments généraux des choses par leurs appellations. Et c'est précisément ce double caractère que M. Hamilton a bien distingué ailleurs et sur lequel on doit revenir un peu plus loin, qui fait l'admirable vérité de ce livre et lui donne dans l'ensemble de l'Organon la première place par son objet et la première peut-être par la justesse de la théorie aussi parfaite qu'elle est indispensable. Ainsi, les catégories, le Périherménéas, les premiers analytiques et les derniers, sont bien de la logique pure et non de la logique appliquée. Ce sont là les fermes assises sur lesquelles repose tout l'édifice de l'Organon. La théorie des mots, celle de la proposition, celle du syllogisme et celle de la démonstration, ce sont là les fermes assises sur lesquelles doit éternellement reposer la logique. Hors de là, elle n'a ni ordre, ni méthode, ni vérité. Il n'est pas un esprit juste qui ne puisse le méconnaître. Qu'on demande à d'Alembert, confère son discours préliminaire de l'encyclopédie, si ce ne sont pas les 4 parties essentielles de toute logique complète. C'est Aristote le premier qui les a étudiées et mises en toute lumière. Aujourd'hui, et fort des travaux qui nous ont précédés,
cette division de la logique nous semble aussi naturelle qu'elle est claire et profonde. Pour le premier inventeur, la difficulté était immense. Aristote, en terminant l'Organon, a revendiqué l'honneur d'avoir fondé une science qui n'avait point eu d'antécédent. Il a parlé de ses pénibles recherches, du temps et des labeurs qu'elles lui avaient coûtés. Et avec une modestie tout antique, il a demandé à la postérité de l'indulgence pour les lacunes de son ouvrage et de la reconnaissance pour toutes les découvertes qu'il a faites. C'est la seule fois qu'Aristote ait parlé de lui et de ses travaux. Respectons cette grande voix qui nous vient encore après 2000 ans apporter son sincère témoignage. Oui, la fondation de la logique a été chose pénible et longue. La science telle qu'elle est aujourd'hui nous paraît facile autant qu'elle est importante. Mais les premières mains qui ont défriché ce champ si vaste et si inculte, alors, ont été bien fortes puisqu'elles n'ont point succombé à cette tâche prodigieuse. Elles ont été bien habiles puisque leur œuvre n'a point été à refaire. L'humanité n'est point restée sourde à l'appel du philosophe, elle n'a pas eu seulement de l'indulgence pour son œuvre, elle n'a pas eu seulement de la reconnaissance pour lui, elle a eu cette admiration que 20 siècles n'ont pas fatiguée et que les siècles ne fatigueront pas. Ce n'est pas faire trop pour le père de la logique. On peut donc voir maintenant d'un coup d'œil quelle a été l'entreprise entière d'Aristote. Son but, c'est de faire la théorie de la démonstration, et c'est pour atteindre cette fin dernière qu'il analyse tous les éléments qui entrent dans la démonstration. Il ne s'arrête qu'aux éléments indécomposables parce qu'il est impossible d'aller au-delà. Il est donc également clair qu'on peut, de la démonstration, descendre aux catégories, ou des catégories remonter à la démonstration. Cette dernière voie est celle qu'a prise Aristote. Et pour l'exposition de la doctrine, c'est en effet la plus aisée, et par cela même la plus instructive. Rationnellement, on pourrait tout aussi bien partir de la fin, c'est-à-dire de la démonstration, seul objet que dans sa spontanéité, l'esprit humain réalise et qu'il exprime sans cesse par le langage d'une manière plus ou moins parfaite. C'est l'abstraction seule qui donne les mots avant le raisonnement. Dans la réalité, c'est le raisonnement qui est la chose importante, les mots n'en sont que les matériaux et la pensée le plus souvent ne s'y arrête point.